Salut à toutes et à tous, je vous emmène aujourd'hui dans le département de l'Aube où sont traités et stockés une partie de nos déchets radioactifs. Oh, je sais que le sujet est sensible et parfois même polémique, mais justement, c'est pour vous donner toutes les clés et vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur ce sujet que nous avons décidé de l'explorer en profondeur. Alors quand on parle de déchets radioactifs, évidemment on pense aux déchets produits par nos centrales nucléaires. C'est vrai qu'ils en représentent une bonne partie, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là. Commençons par dresser l'inventaire. Savez-vous d'où proviennent les déchets radioactifs déjà stockés ou destinés à être pris en charge par l'ANDRA ? L'essentiel, 59%, vient de l'industrie électronucléaire, donc des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité, des usines qui fabriquent les combustibles nucléaires ou qui retraitent une partie des combustibles usés. 28% des déchets radioactifs proviennent du secteur de la recherche, c'est-à-dire de centres de recherche sur le nucléaire civil, le médical ou encore la chimie. Ensuite, 9% sont issus du secteur de la défense, autrement dit, de la force de dissuasion nucléaire et des activités liées aux armées. 3% proviennent de l'industrie non électronucléaire. Ça peut être l'extraction de terres rares, la stérilisation de matériel médical, la conservation de produits alimentaires. Et enfin, 1% des déchets radioactifs générés vient du secteur médical. Il s'agit des diagnostics et des thérapies, comme la radiothérapie par exemple. Et tous ces secteurs génèrent des déchets que l'on classe dans différentes catégories selon deux critères. L'intensité de radioactivité, mesurée en becquerel, c'est-à-dire le nombre de désintégrations de noyaux d'atomes par seconde, et le temps nécessaire à sa décroissance. Pour commencer, j'ai nommé les TFA. Comprenez les déchets de très faible activité. Il s'agit de gravats en béton, de terre, de déchets métalliques. Le niveau de radioactivité de ces déchets est très faible. Il ne dépasse généralement pas 100 becquerels par gramme. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent par exemple de la radioactivité naturelle des bananes que nous mangeons. Continuons avec les FMA-VC. FMA pour déchets de faible et moyenne activité, VC à vie courte. Leur niveau de radioactivité est faible, 100 becquerels par gramme, à moyen, jusqu'à 1 million de becquerels par gramme. À vie courte signifie qu'au bout de 300 ans, leur radioactivité sera équivalente à la radioactivité naturelle. Parmi eux, on trouve des vêtements, des outils, qui viennent par exemple du fonctionnement d'installations nucléaires ou de laboratoires de recherche. Alors maintenant, que veut dire FAVL ? Faible activité à vie longue. Ce sont des déchets peu radioactifs, de 100 à 100 000 becquerels par gramme, mais qui le sont pour longtemps, parfois très longtemps, plus de 300 ans et jusqu'à plusieurs milliers d'années. Cette catégorie est principalement constituée de deux familles, les déchets radifères et les déchets de graphite. Ils viennent de l'utilisation de minerais comme le zircon ou l'uranium, ou bien de la première génération de centrales nucléaires aujourd'hui arrêtées. On compte aussi d'anciens objets, comme les vieilles fontaines au radium, montres, paratonnerres, détecteurs à incendie, du matériel médical aussi, comme des aiguilles. Les déchets de moyenne activité à vie longue, MAVL, et de haute activité, HA, sont les plus radioactifs, et forcément les plus dangereux, puisqu'ils le resteront très longtemps. Les MAVL sont principalement les parties métalliques qui entourent le combustible des réacteurs nucléaires. Ces déchets font entre 100 000 et 100 millions de becquerels par gramme et resteront radioactifs pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Les déchets de haute activité font, quant à eux, plusieurs milliards de becquerels par gramme. Ce sont surtout des résidus de combustible usés. Ils prendront des centaines de milliers d'années pour perdre leur radioactivité. Alors aujourd'hui, dans cette première émission, nous allons principalement nous intéresser aux déchets très faiblement radioactifs, c'est-à-dire très peu contaminés, mais aussi aux déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Enfin, on l'a vu, quand on dit à vie courte, ils peuvent quand même être radioactifs pendant 300 ans. Et c'est justement ici, dans le département de l'Aube, que ces déchets convergent pour être traités et stockés en surface sur deux sites industriels, vous l'imaginez, placés sous haute surveillance. Alors on va suivre le parcours de ces colis contaminés, mais d'abord un petit rappel sur la radioactivité.
Il paraît qu'on est tous un peu radioactifs. C'est quoi cette histoire? Ah ah, oui la petite voix. Depuis la création de la Terre, il y a plus de 4,5 milliards d'années, notre planète et les êtres qui y vivent sont plongés dans un bain de radioactivité. Mais comment c'est possible? Tu sais, la nature est constituée d'éléments, eux-mêmes constitués de petits grains, les atomes. Le cuivre, le fer ou encore l'oxygène que tu respires sont constitués d'atomes. Je te rappelle qu'un atome, c'est composé d'un noyau avec autour un nuage d'électrons en mouvement. Le noyau est lui-même composé de petites particules, les neutrons et les protons. La majorité des éléments est constituée d'atomes que l'on dit stables. C'est le cas par exemple du carbone, de l'oxygène ou du fer. C'est-à-dire que leur noyau garde un nombre de protons et de neutrons fixe en permanence. Je suppose qu'il y a des éléments qui ne sont pas stables du coup. C'est ça, il y a des éléments qui sont naturellement instables. On pourrait dire qu'ils sont malades ou trop lourds si tu préfères, car ils contiennent trop de protons, de neutrons ou les deux. Alors, ils cherchent à perdre du poids pour retrouver leur stabilité. Ils vont donc se désintégrer en éjectant une ou plusieurs de leurs particules. C'est à ce moment-là qu'ils libèrent de l'énergie sous forme de rayonnement. C'est la radioactivité. Mais comment on la retrouve dans la nature, cette radioactivité? C'est simple. Cette radioactivité provient de la croûte terrestre qui contient naturellement de l'uranium, du thorium ou du potassium par exemple. Ces éléments sont instables, donc naturellement radioactifs. La radioactivité provient donc du sous-sol, mais également des légumes et plantes que l'on mange et qui puisent dans le sol et aussi dans l'atmosphère des éléments radioactifs. Un autre exemple. La vache dans son pré broute de l'herbe en contact avec le sol. En consommant sa viande ou son lait, tu peux donc être exposé sans le savoir à de la radioactivité. Enfin, une autre partie des rayonnements quotidiens que tu reçois provient des rayons cosmiques, c'est-à-dire du Soleil et des galaxies. Tout ça, c'est la radioactivité naturelle. Ah oui, on est donc exposé en permanence? Oui, mais je te rassure, à faible dose. Et en plus de la radioactivité naturelle à laquelle nous sommes exposés en permanence, il y a aussi la radioactivité produite par les activités humaines. On l'appelle radioactivité artificielle. Elle vient surtout des hôpitaux, des laboratoires, des industries, des essais d'armes nucléaires et des installations nucléaires. Et comment ça marche? Prenons l'exemple d'une centrale nucléaire. Là, on n'attend pas que les atomes se désintègrent tout seuls. On les casse pour obtenir de l'énergie qui permettra de produire de l'électricité. C'est le cas avec l'uranium-235 par exemple, qui sert de combustible dans les réacteurs nucléaires. Le principe est le suivant. Regarde, quand on envoie un neutron sur un noyau d'uranium-235, le neutron est capturé, mais en même temps, le noyau se casse en libérant de l'énergie sous forme de chaleur et de rayonnement. Mais ce n'est pas tout. Le noyau éjecte aussi 2 ou 3 neutrons qui, à leur tour, vont être capturés par d'autres noyaux d'uranium-235 qui vont se casser, libérer de l'énergie et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle la réaction en chaîne. Le problème, c'est que ces neutrons ne sont pas tous capturés. Certains vont bombarder la cuve du réacteur nucléaire. Ce métal devient lui-même radioactif. Cette radioactivité se faufile partout. Et qu'est-ce que c'est exactement ces rayonnements? Lorsqu'un atome instable se désintègre, il peut émettre 3 types de rayonnements. Alpha, bêta et gamma. Explique-moi la différence. On commence par lequel? Commençons par le rayonnement alpha. Si l'atome éjecte une particule constituée de 2 protons et 2 neutrons, c'est une particule alpha. Elle est assez grosse et ne va pas très loin dans l'air, quelques centimètres seulement, et elle peut être arrêtée par une simple feuille de papier. Et si elle rentre en contact avec ta peau, elle reste en surface. Le rayonnement bêta, lui, provient d'une particule un peu plus petite, qui va plus loin dans l'air, disons quelques mètres. Cette fois-ci, pour l'arrêter, il faut par exemple une feuille d'aluminium. Si cette particule rentre en contact avec la peau, elle va s'enfoncer un peu plus profondément dans la peau, quelques millimètres, et va détruire les cellules qu'elle rencontre. Et les derniers, les gamma? Les rayons gamma sont les plus pénétrants. Il s'agit cette fois-ci d'une onde électromagnétique, comme les rayons X quand tu fais une radiographie, mais plus puissants. Ils peuvent parcourir plusieurs centaines de mètres dans l'air. Et pour les arrêter, ces rayons gamma, il faut une grosse épaisseur de plomb ou de béton. Si tu t'approches trop près d'un élément qui émet des rayons gamma, tu peux être irradié. Irradié? Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les rayons traversent le corps et détruisent les cellules de l'organisme. Mais je te rassure, dans notre vie de tous les jours, nous sommes très peu exposés à la radioactivité. Et pour ceux qui y sont plus exposés dans leur travail, ils font l'objet d'un suivi médical sérieux et régulier. C'est très réglementé. Ouf, merci, je suis rassurée. Et maintenant que vous connaissez tout sur la radioactivité, rejoignons Fred au centre de stockage de l'Aube.
un site industriel de 95 hectares qui reçoit les déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte. Oui, et ce matin, c'est un camion en provenance de la centrale nucléaire du Bugey qui est attendu à l'entrée du centre de stockage. Le chargement est composé de ce que l'on appelle des déchets d'exploitation, c'est-à-dire des outils, des tenues de travail et autres matériels quotidiennement utilisés dans la centrale. Et bien sûr, chaque transport de déchets radioactifs est planifié à l'avance. Alors je vois que c'est aussitôt que le camion arrive, il est sous contrôle et c'est vraiment expertisé. Alors, dès que le camion passe le portail de notre installation, déjà on vérifie que c'est bien un camion que nous attendions, puisque dans le cadre des transports des déchets radioactifs, comme en général pour les matières dangereuses, il y a une réglementation qui fixe que l'expéditeur et celui qui va réceptionner se sont mis d'accord pour savoir quand le transport part et quand est-ce qu'il arrive. Donc on va d'abord procéder à toute une vérification documentaire, et en plus de ça, en regard de notre activité, comme on transporte des déchets radioactifs, donc qui sont considérés comme des matières dangereuses évidemment, on va procéder à certaines vérifications, en particulier ce qu'on appelle le débit équivalent de dose ou la présence ou pas d'activité surfacique. C'est-à-dire on va vérifier si le colis n'est pas contaminé à l'extérieur par de la poussière et si le débit de dose respecte bien les limites de la réglementation de transport et également les limites de ce que nous on autorise sur nos installations. Mais comment vous pouvez savoir ce qu'il y a là-dedans? Pour être autorisé à nous livrer des colis de déchets radioactifs, le producteur de ces colis va devoir avoir reçu une autorisation. On appelle ça un agrément. On doit l'autoriser à livrer des déchets chez nous. Donc on a tout un procédé qui passe par la transmission de différents documents, la réalisation d'essais de contrôle. Également, on réalise nous-mêmes des audits sur le lieu de production de ces déchets. Quand on a vérifié tout ça et que le producteur nous a dit « dans ces colis de déchets, vous allez retrouver ça, 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 avec tel niveau d'activité et autres, je vous démontre que ça respecte bien », on va faire des audits de vérification, on dit « ok, livré ». Et ensuite, quand ça nous est livré, on a des contrôles systématiques comme ceux que je viens de vous expliquer, et ponctuellement, par échantillonnage, on va même prélever certains colis qu'on va détruire pour pouvoir aller vérifier à l'intérieur des colis exactement ce qu'ils contiennent et si c'est bien respectueux de ce que le producteur avait déclaré et de ce que nous avons accepté. Ces colis peuvent provenir de l'industrie électronucléaire, mais aussi d'autres producteurs, des laboratoires ou des entreprises. Ce sont des fûts de 200 litres, avec dedans, bien sûr des déchets, mais aussi beaucoup de vide. Alors, pour gagner de la place, ces fûts sont compactés pour devenir de véritables galettes qui vont elles-mêmes être empilées dans un fût plus grand de 450 litres qui sera ensuite rempli de mortier. Tout cela est automatisé et surveillé par des caméras depuis une salle de contrôle. Donc on l'a vu, les déchets sont classés et stockés en fonction de leur activité radioactive, plus ou moins forte, mais aussi en fonction de la durée pendant laquelle ils vont rester radioactifs, car la radioactivité décroît progressivement, mais pour certains déchets, il faut quand même compter plusieurs milliers d'années. Regardez bien. Dis donc, un élément qui est radioactif, il l'est pour toute sa vie? Non, la petite voix. La radioactivité n'est pas éternelle. Elle s'atténue progressivement au fil du temps. Attends, je te fais une petite piqûre de rappel. La plupart des éléments sont constitués d'atomes stables, comme par exemple le fer, le cuivre et l'oxygène. C'est-à-dire que leur noyau garde un nombre de protons et de neutrons fixe en permanence. Mais il existe aussi des éléments avec des atomes instables. Ils vont alors chercher à se désintégrer. Et là, ils libèrent de l'énergie en éjectant des particules et des rayonnements. C'est la radioactivité. Mais cette radioactivité est un phénomène qui décroît au cours du temps. Au fur et à mesure que les noyaux des atomes se désintègrent, l'élément perd peu à peu sa radioactivité. Ah oui? Et comment peut-il devenir moins radioactif au cours du temps? Quand un atome radioactif se désintègre, il ne disparaît pas. Il se transforme et change de nature. Par exemple, l'uranium-238 va devenir du thorium-234 radioactif, puis du protactinium-234, toujours radioactif. Bref, il va subir une quinzaine de transformations avant de donner naissance enfin à du plomb-206 qui, lui, est stable et non radioactif. Ce long processus, c'est ce que l'on appelle la décroissance radioactive. Mais comment on sait la mesurer, cette décroissance? Ce que l'on sait calculer aujourd'hui, grâce à des statistiques mathématiques, c'est la période radioactive.
C'est-à-dire au bout de combien de temps un élément radioactif perd la moitié de ses atomes radioactifs, et donc la moitié de sa radioactivité. On appelle ça aussi sa demi-vie. Tu me suis toujours ? Je veux bien un exemple. Eh bien, prenons l'exemple du césium-137, un élément contenu dans certains déchets radioactifs. On sait que le césium-137 a une période radioactive d'environ 30 ans. Concrètement, ça veut dire qu'un échantillon de césium-137 comme celui-ci perdra la moitié de ses atomes radioactifs au bout de 30 ans. Il sera donc 2 fois moins radioactif. Mais ensuite, regarde, il lui faudra encore 30 ans pour perdre une nouvelle fois la moitié de la radioactivité qui lui reste. Puis encore 30 ans, et ainsi de suite. Il faudra donc compter environ 300 ans pour que le césium-137 perde presque la totalité de ses atomes radioactifs. 300 ans ? C'est fou! Et pour les autres éléments radioactifs ? La décroissance radioactive est très variable en fonction des éléments radioactifs. Par exemple, l'iode-131 a une période radioactive, ou une demi-vie si tu préfères, de 8 jours. Ce qui veut dire qu'il lui faut environ 80 jours pour perdre la quasi-totalité de ses atomes radioactifs. Mais si on prend l'uranium-238, regarde, sa demi-vie est de 4,5 milliards d'années. Si on fait le calcul, il lui faut donc 45 milliards d'années pour perdre presque totalement sa radioactivité. Revenons à notre centre de stockage de l'Aube, où ici, les déchets faiblement et moyennement radioactifs sont à vie courte, ce qui signifie qu'ils seront radioactifs tout au plus durant 300 ans et parfois beaucoup moins. C'est ici qu'ils sont stockés, dans ces grands blocs en béton ? Alors effectivement, c'est comme ça qu'on les stocke sur le principe. Après, on a des ouvrages différents parce qu'on a des colis de déchets radioactifs différents. Ici, on est sur un ouvrage qui va recevoir des colis à enveloppe dite périssable, c'est-à-dire une enveloppe métallique. D'accord. Pour les colis de ce type, qui peuvent être des fûts de 200 litres, mais également des caissons de 5 ou 10 mètres cubes, on va stocker couche par couche dans un ouvrage. Un ouvrage, c'est quoi ? C'est une grande boîte en béton. C'est ce qu'on voit là. Hein. Voilà, 20 mètres par 20 mètres sur 8 mètres de haut. Et en fonction de la dimension des colis qu'on va stocker, on va pouvoir faire 7 couches ou 4 couches. Là, c'est la dernière couche qui est remplie à moitié, même un petit peu moins. Par contre, on est sur la dernière couche de stockage. C'est-à-dire que sous ces colis-là, et sous le plan de pose, la dalle en béton que l'on voit là, on a d'autres couches de colis. On a 6 autres couches de colis jusqu'au niveau 0. On est monté en fait depuis le bas, couche par couche. On remplit de colis. Quand c'est plein de colis, on vient couler un béton pour combler les vides, refaire un plan de pose et on restocke une couche. C'est un millefeuille ? C'est exactement un millefeuille de colis de déchets radioactifs et de béton. Et quand on aura terminé, on va venir poser la dalle de fermeture sur l'ouvrage. C'est pour ça que vous voyez des fers à béton en attente. C'est pour que l'on puisse fermer la boîte avec une dalle. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que chacun de ces fûts est parfaitement identifié. Il a une sorte de carte d'identité. Exactement. Chacun des colis, ces fûts comme tous les autres colis, sont identifiés depuis leur lieu de fabrication d'origine jusqu'à leur stockage. Et même une fois mis en stockage, grâce à leur carte d'identité, qui est matérialisée aujourd'hui par un code barre, on va pouvoir enregistrer les coordonnées du stockage dans un référentiel pour pouvoir assurer la traçabilité du lieu de production au lieu de stockage pendant plusieurs décennies et plusieurs siècles. Les colis à enveloppe en béton, vous savez, comme celui que l'on a reçu tout à l'heure, sont stockés les uns sur les autres dans des ouvrages en béton de 20 mètres de côté par 8 mètres de haut. Et lorsque l'ouvrage sera rempli de colis, juste avant la fermeture, du gravier sera coulé pour remplir les vides et stabiliser l'ensemble de l'ouvrage. Bon alors, pendant combien d'années vous pouvez encore stocker des déchets radioactifs sur ce site-là ? Alors aujourd'hui, on estime à une 50aine d'années encore la capacité à prendre des colis de déchets radioactifs. Quand on va arriver au terme de l'exploitation, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on aura toujours ces constructions en béton ? Qu'est-ce qui va se passer ici ? Alors non, à la fin, quand on a reçu tous les colis de déchets radioactifs, qu'on les a tous stockés dans les ouvrages en béton, on ne verra plus les ouvrages en béton puisqu'on va venir poser ce qu'on appelle la couverture définitive sur ces ouvrages-là. Et cette couverture-là, elle va être composée de différents matériaux, évidemment de l'argile, puisque c'est un matériau extrêmement important dans nos activités, qui va pouvoir protéger les ouvrages et les colis de l'eau de pluie qui va tomber sur ce site. Mais on va retrouver également dans cette couverture un matériau drainant qui va
favoriser justement l'évacuation de l'eau de pluie qui pourrait tomber sur la couverture. D'accord. Et on verra, parce qu'on n'a pas encore décidé, sous quelles épaisseurs. Et de la même manière, on verra si on décide à ce moment-là de mettre en place une membrane, par exemple une membrane bitumineuse ou autre. Tout ça, on n'a pas encore décidé et on l'étudie. Et c'est ce que vous étudiez ici d'ailleurs. Pourquoi il y a une grande tente comme ça? Alors, il y a effectivement une tente qui en fait est une serre, puisque cette structure expérimentale de couverture, l'objectif c'était d'étudier son comportement évidemment dans l'environnement actuel et avec les intempéries actuelles, mais également d'avoir simulé des changements climatiques qui auraient conduit à avoir beaucoup plus de pluie. Ça, on l'a fait pendant quelques années. On a Donc vous avez arrosé non-stop la structure, effectivement, comme s'il pleuvait en permanence pendant plusieurs années. Et là, depuis près de 5 ans, on a mis en fait cette structure expérimentale sous une serre pour simuler un changement climatique différent, un réchauffement, et pour étudier le comportement de la couverture, et en particulier de la couche d'argile, en regard d'un réchauffement climatique. Quelle évolution depuis les années 1960! En effet, à cette époque, de nombreux pays jetaient en mer leurs déchets radioactifs, notamment ceux de faible activité. Car on savait déjà que l'eau est un bon bouclier contre les rayonnements. Et l'on considérait que ces déchets n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'immensité de l'océan. La France a ainsi immergé 14 200 tonnes de déchets au large de l'Espagne et de la Bretagne. Mais en parallèle, les pouvoirs publics réfléchissaient déjà à des installations de stockage à terre. C'est ainsi que le centre de stockage de la Manche, le premier centre français réservé aux déchets faiblement et moyennement radioactifs, ouvre en 1969. Il se situe tout au bout de la Normandie, plus précisément sur la commune de Diguelville. Aujourd'hui, en phase de fermeture, il a accueilli plus de 500 000 m3 de déchets et a reçu son dernier colis en 1994. Même si le centre ne reçoit plus du tout de déchets, il est toujours très bien surveillé. C'est-à-dire que l'on prélève, dans et autour du centre, des échantillons d'air, d'eau ou de plantes par exemple, et on mesure la présence ou l'absence de radioactivité artificielle. D'ailleurs, on a relevé, il y a quelques années, une présence anormale d'un élément radioactif. On a effectivement de la présence d'un radioélément qui s'appelle le tritium, qui est le radioélément le plus mobile en fait, dans l'environnement autour du site. Et ça, on sait que c'est dû à un problème qu'il y a eu pendant l'exploitation du site au cours des années 70. C'est en fait une inondation qui est à l'origine de cette contamination. Alors en fait, on a stocké des colis déchets radioactifs qui contenaient beaucoup de tritium, qui ont été léchés par de l'eau, des grosses quantités d'eau, et cette eau ensuite a pu se répartir sur le centre, et puis le tritium est un gaz, donc il s'est aussi diffusé. Donc ce qui avait été fait à l'époque, c'est que les colis avaient été retirés, donc ils ne sont plus stockés sur le centre de stockage de la Manche, mais leur présence avait conduit à un marquage de tritium. Le centre de stockage de la Manche restera sous surveillance pendant au minimum 300 ans. Maintenant, je vous emmène sur l'autre site de l'Andra, toujours situé dans le département de l'Aube. C'est le CIRES, le centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage. Et lui, il a la particularité d'accueillir des déchets radioactifs de très faible activité, les TFA. Vous vous souvenez des TFA ? Ce sont les déchets de très faible activité. Leur niveau de radioactivité ne dépasse généralement pas 100 becquerels par gramme. Ce sont les moins radioactifs. Il s'agit principalement de gravats en béton, de terre, de déchets métalliques, récupérés par exemple après le démantèlement d'installations nucléaires, de centres de recherche ou après l'assainissement de sites où l'on utilisait des substances radioactives. Et comme la place est très précieuse, ces déchets sont généralement placés dans ce que l'on appelle des big bags, ce sont des grands sacs en tissu plastifié, ou dans des fûts métalliques. Donc ici, au CIRES, depuis 2003, on stocke les déchets de très faible activité, tellement faibles que leur niveau de radioactivité est proche et parfois même inférieur à la radioactivité naturelle. D'ailleurs, la plupart des pays ne les considèrent même pas comme des déchets radioactifs, mais en France, au nom du principe de précaution, eh bien, on a décidé de les stocker ici, dans ces installations qui leur sont spécialement dédiées. On se trouve ici
au-dessus de l'alvéole qui est destiné à recevoir ce qu'on appelle dans notre jargon les colis hors normes, c'est-à-dire de grandes dimensions. Mais le principe reste le même que pour le stockage des colis standards, c'est-à-dire qu'on a une grande alvéole qui fait plus de 200 mètres de long sur un petit peu plus de 20 mètres de large et dans laquelle on va stocker tous les colis de déchets que l'on reçoit au fur et à mesure, en essayant d'optimiser le mieux possible le rangement. Profondeur? Alors on est sur une dizaine de mètres de profondeur avec une dizaine de mètres d'argile sous l'alvéole. C'est-à-dire qu'en fait c'est cette argile-là qui va permettre de retenir ou de ralentir la migration de la radioactivité et en particulier qui va éviter également que de l'eau puisse rentrer dans le stockage ou puisse en ressortir. On n'est pas là par hasard, ce site on n'aurait pas pu le construire partout en France. On est venu ici, alors c'est pas le seul lieu en France, mais on est venu ici parce qu'on a une couche d'argile d'une certaine épaisseur. Ici elle fait plus de 20 mètres d'épaisseur puisqu'on a besoin de creuser l'alvéole une dizaine de mètres et d'avoir 10 mètres de garantie sous l'alvéole. Donc on a une vingtaine de mètres d'épaisseur d'argile. Donc de l'argile en dessous et dessus, là, alors vous avez des revêtements, plusieurs couches de revêtements? Alors en fait le concept de fabrication d'une alvéole est assez simple. On va creuser directement dans l'argile cette alvéole de stockage qu'on va équiper elle-même d'une sorte de papillote en géomembrane qui va donc garantir au-delà de l'argile une étanchéité. En fond d'alvéole, on va également mettre en place tout un système de réseau de drainage qui va être récupéré au niveau de puits. Toutes les parties de l'alvéole sont pontées vers ces puits avec un système de drainage qui permet de collecter les éventuelles eaux d'infiltration qu'il pourrait y avoir dans une alvéole. Et quand on aura fini d'exploiter, ces puits vont rester accessibles pour qu'on puisse, s'il y a une présence de liquide, pomper ces liquides depuis l'extérieur. Une fois qu'on aura terminé de mettre des déchets, on va venir apposer une première couche de matériaux, fermer avec une géomembrane et constituer en fait une papillote de géomembrane autour de ces déchets. Ça aussi on le voit sur votre site, il y en a exactement, à côté. Parce que les alvéoles ont déjà été exploitées et ont reçu leur couverture provisoire. Et une fois qu'on a fait tout ça, on pourra déplacer le bâtiment abri sur les alvéoles standards et venir apposer ce qu'on appelle la couverture définitive. Et la couverture définitive est elle aussi réalisée avec de l'argile qu'on a récupérée au moment du creusement de l'alvéole et qui va venir reconstituer une barrière en matériaux naturels pour éviter que de l'eau en grande quantité puisse s'infiltrer et rentrer dans le stockage. Mais avec le démantèlement des centrales nucléaires, le site du CIRES pourrait arriver à saturation plus vite que prévu. Effectivement, une partie des déchets de très faible activité sont en France considérés comme des déchets radioactifs parce qu'ils ont été produits sur les installations nucléaires dans des zones où potentiellement ils auraient pu être radioactifs. Quand on fait des mesures sur ces colis-là, on ne met pas en évidence de présence de radioactivité. Donc dans d'autres pays, on a ce qu'on appelle le seuil de libération. Dans ce cas de figure, c'est quoi le seuil de libération? Ça veut dire que si on ne mesure pas de radioactivité ou en deçà d'un certain niveau de radioactivité, on est autorisé à réutiliser par exemple les aciers, à les fondre et à fabriquer d'autres matériaux métalliques, les gravats, à les concasser, les réutiliser pour fabriquer du béton, des soubassements de route ou autre. En France, ce n'est pour le moment pas possible. Donc il y a effectivement beaucoup de questions autour de la gestion des déchets TFA, mais il n'appartient pas à l'ANDRA de faire les lois. L'ANDRA, établissement public en charge de la gestion des déchets radioactifs, doit le faire en respect des lois qui sont édictées par le Parlement. Et le CIRES a aussi pour mission de collecter partout en France des déchets radioactifs, qu'ils soient solides ou liquides, ne provenant pas de centrales nucléaires, mais de laboratoires, d'universités ou d'entreprises. Et ce n'est pas tout. On peut aussi aller chercher des déchets chez des particuliers, type des objets, des radioréveils avec une aiguille au radium, par exemple. Ça peut aussi être des déchets faible activité à vie longue, type des têtes de paratonnerre au radium. On est à peu près à 1000 producteurs partout en France, mais on peut en compter une centaine récurrents, c'est-à-dire des gros laboratoires qui eux, génèrent du déchet assez régulièrement, donc on va souvent chez eux pour les collecter. Par contre, on peut avoir des particuliers qui ont un seul objet à collecter une seule fois dans leur vie, et donc c'est la mission de l'ANDRA aussi de les accompagner, d'aller collecter ce déchet, de même faire le conditionnement chez eux. Et quel genre d'objet peut-on trouver chez les particuliers? Alors on peut trouver des fontaines au radium, donc
ou des montres avec des aiguilles qui sont en fait photoluminescentes. C'est la propriété du radium à cette époque qui faisait que voilà, on voyait dans le noir l'aiguille. Dans certains bâtiments, il y a eu des laboratoires de Pierre et Marie Curie qui se sont transformés en appartements, mais du coup, il peut rester de la radioactivité à ces endroits-là. Et donc notre mission aussi, c'est d'aller rendre ces sites sains, en fait, d'aller enlever la radioactivité et de rendre ces sites viables pour tout un chacun. Rassurez-vous, si vous avez des doutes sur certains objets que vous possédez à la maison, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'Andra où vous trouverez le guide d'enlèvement qui vous donnera la conduite à suivre dans les moindres détails. Sur ces deux sites de stockage, on surveille aussi de très près l'impact qu'ils pourraient avoir sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, de l'air, sur la faune, sur la flore. En fait, un véritable inventaire, un état des lieux complet avait été réalisé au tout départ, avant même l'exploitation des sites. Et depuis, eh bien, on traque et on analyse en permanence les moindres signes qui pourraient montrer une évolution de cet environnement. Concrètement, tout est analysé à la loupe. L'air, les eaux de pluie, les ruisseaux, les végétaux, les poissons, le sol. Tous les éléments qui se trouvent sur et autour des centres de stockage, CIRES et CSA, font l'objet d'une surveillance très stricte. Chaque année, plus de 15 000 prélèvements et analyses sont menés. On appelle cela le programme de surveillance de l'environnement. Et ça ne date pas d'hier. Avant le démarrage de l'exploitation du site, on a fait des états de référence à plusieurs périodes. Le premier en 1987, et puis on en a fait d'autres en 90 et en 92, avant l'implantation du centre et avant la mise en exploitation du centre. On a un nombre de données comme ça qu'on a eu avant et qui est utilisé au quotidien pour comparer les résultats de la surveillance qu'on acquiert tous les jours et qu'on a acquis au fil des années. Ici, par exemple, c'est la plateforme de surveillance atmosphérique. Ce mât météo contrôle la radioactivité ambiante, mesure la température, la vitesse et la direction des vents ou encore l'ensoleillement. Il y a aussi ces petites stations qui analysent l'atmosphère. Elles calculent la radioactivité présente dans les gaz et poussières de l'air. Et enfin, ces pluviomètres servent à mesurer et à récolter l'eau de pluie afin qu'elle soit analysée. Quand on trouve une valeur qu'on identifie comme étant atypique, qui en tout cas n'est pas celle qu'on attendrait, tout de suite on investigue. Donc on va aller rechercher le pourquoi, l'origine de ces valeurs-là, ce qui nous permet ensuite de mettre en place des mesures pour venir ou réduire ou limiter. Dans tous les cas, les résultats des analyses sont transmis à l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et mis en ligne sur le réseau national des mesures sur mesure-radioactivité.fr. Aujourd'hui, 90% des déchets radioactifs français ont une solution de stockage entre le centre de la Manche et les deux centres de l'Aube. Mais qu'en est-il des 10% restants, c'est-à-dire les déchets moyennement et hautement radioactifs qui sont en fait les résidus des combustibles usés de nos centrales nucléaires? Ces déchets, à vie longue, très longue même, nous allons devoir les stocker en toute sécurité pendant des milliers d'années. Comment ? Eh bien, c'est ce que nous verrons justement dans notre prochaine émission consacrée aux déchets radioactifs. Ce sera la suite. Et oui, nous irons sur un autre site de l'Andra, situé à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. C'est ici, sur la commune de Bure, que se trouve le laboratoire qui étudie la faisabilité d'un futur centre pour stocker en profondeur les déchets radioactifs. Enfin, plutôt très très radioactifs, et à vie longue, donc les plus dangereux. C'est le projet de centre de stockage profond CIGEO. Fred descendra à presque 500 mètres sous terre pour nous expliquer comment tout cela est étudié depuis des années. Et de quelle manière les scientifiques envisagent la gestion de ces déchets pour les centaines d'années à venir.